Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici les titres. On va commencer par notre focus. Elle est à la tête d'un fleuron de la cybersécurité en France, militaire dans les troupes d'élite, puis agente pour la DGSE, rien que ça. Elena Poincet a cofondé Tetris et a levé près de 20 millions d'euros, soit un record mondial dans la cybersécurité. Et elle est notre rôle modèle du jour. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Benoît Gruneval qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? La désinformation. On en parle dans un instant. Et puis d'abord, on va se plonger dans les coulisses de la formation des jeunes talents dans le domaine du jeu vidéo, découvrir les défis et les opportunités aussi de ce secteur en France et discuter, c'est important, de la diversité et de l'inclusion dans cette industrie. Vous allez le voir en pleine expansion et on le fait avec nos invités. Jeanne Questroy, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue et vous êtes accompagné aujourd'hui de Camilo Pinson. Bonjour. Camilo. Vous êtes tous les deux étudiants d'Innov Campus et il s'est passé il y a quelques semaines un super truc pour vous. On va en parler dans un instant, juste après le focus. La France pourrait-elle devenir championne en matière de cybersécurité ? C'est en tout cas l'espoir que nourrit Elena Poincet, la cofondatrice de Tetris, spécialisée dans le cyberespionnage et le cybersabotage. Le destin, vous allez le voir, d'une femme au parcours exceptionnel qui nous est présenté aujourd'hui par Xavier Terrade. J'ai une question pour vous. Sommes-nous prédestinés dans nos vies, dans nos carrières ? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Je m'appelle Elena Poincet et je suis cofondatrice de Tetris, entreprise de cybersécurité. La sécurité, Elena Poincet, ça la connaît. La CEO de Tetris lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Fille d'un ancien militaire, cela n'a pas surpris ses parents de l'avoir quitté sa Vendée natale pour se lancer dans l'armée. En 1984, les armées ouvrent leurs portes aux formations mixtes. Je passe du milieu civil au milieu militaire, des chaussures à talons aux Rangers, de rebelle à la discipline, puis dans le commandement. 12 ans dans l'armée traditionnelle, dans les années 80-90, vous pouvez me croire, ça vous forge le caractère. En 1996, après avoir passé 7 années en Allemagne, Elena Poincet est entrée au service action de la DGSE pour défendre les intérêts de la France. Pendant de longues années, elle y a effectué des missions secrètes, une vie de soldat dans l'ombre selon ses propres termes, une vie qu'elle a quittée en 2009 au moment de sa rencontre avec Laurent Oudot, un autre de la DGSE avec qui elle a fondé Tetris 3 années plus tard. Une collaboration stimulante dont elle est très fière et qu'elle espère voir grandir encore davantage afin que malgré une concurrence rude, Tetris devienne leader européen des solutions de cybersécurité d'ici 10 ans, une période à laquelle Elena Poincet espère qu'elle aura arrêté de travailler, même si elle reconnaît que c'est pour le moment compliqué de l'envisager, car ses ambitions sont grandes. Elle souhaite à terme que son entreprise devienne leader mondial, une mission qu'elle aura peut-être à cœur de mener à bien, au risque de prendre un peu plus de temps. Comment les étudiants se préparent-ils aux enjeux actuels de l'industrie du jeu vidéo ? Quelles sont les innovations qui façonnent l'avenir du gaming et les jeux vidéo qui cartonnent en ce moment ? Et puis quelle est la place des femmes aussi dans ce milieu souvent perçu comme dominé par les hommes ? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Jeanne Questroy, vous êtes accompagnée de Camilo Pinson, vous êtes tous les deux étudiants d'Innov Campus. Alors d'abord, je ne peux pas commencer cette émission sans vous féliciter tous les deux pour votre victoire au concours Pitch Your Game à Vivatech il y a quelques semaines. Et vous avez gagné aussi un deuxième prix en plus la veille, je crois, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Remporté au festival Hauts-de-Seine Digital Games. Est-ce que vous pouvez, avant de nous parler de ce jeu vidéo qui vous a rendu vainqueur de ce concours, nous parler de vos parcours et de ce qui vous a fait rentrer dans l'univers du gaming ? Peut-être Camilo pour commencer. Bon, déjà, je suis étranger. Je suis arrivé en France il y a 7 ans. Et j'ai voulu étudier le cinéma, mais j'aimais dessiner aussi. D'accord. Et j'ai fait du coup un bachelor en animation à Innov. Et j'ai fini en master en game art. C'est ça qui vous a donné envie de vous lancer aussi dans le jeu vidéo. C'est ça. Un peu par hasard. Et vous, Jeanne ? Moi, pour le coup, c'est un peu comme Camilo. À la base, je m'étais orientée sur de l'audiovisuel. Et en fait, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait peut-être quelques limites sur l'audiovisuel. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on peut vraiment choisir ce que va faire le héros. Et ça, j'avais vraiment envie de le faire. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai fait d'abord de prépa. Et ensuite, je suis arrivée à Innov, dans la même classe que Camilo, du coup, depuis la première année. C'est ça. Et on avait d'abord fait un premier projet ensemble quand on était en bachelor. Et finalement, on s'est dit, on va se lancer sur un projet en master ensemble.
et ça marche bien. Et alors, ce projet, est-ce que c'était Stay Awake, le jeu vidéo qui vous a rendu vainqueur de ces concours? C'était un autre? Non, pas encore. C'était un autre projet qu'on avait fait sur notre temps dédié à ça à l'école. Bon, donc vous aviez déjà, à cette époque-là, commencé à travailler ensemble. Vous l'avez fait aussi encore plus récemment. Vous avez donc remporté, je le disais, notamment le concours Pitch Your Game à Vivatech. J'y étais, et c'est vrai que leur pitch était quand même sacrément impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être, Jeanne, sur ce jeu vidéo Stay Awake? Oui, Stay Awake, du coup, c'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez incarner Malo, donc qui est notre personnage principal, qui va se faire kidnapper par le monstre qui vit sous son lit, donc le croque-mitaine, et qui va se retrouver un peu à l'instar de Alice au Pays des Merveilles, transporté dans un monde de rêve qui va devenir peu à peu un cauchemar et qui va se déformer vraiment. Donc on s'est beaucoup inspiré des jeux comme Limbo, Inside, Little Nightmares pour créer notre univers, mais surtout des studios Laika, avec les films comme Coraline, Paranorman et de la stop motion de Tim Burton. Effectivement, les inspirations, elles sont bien marquées. Enfin, moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai découvert votre jeu vidéo. C'était l'influence aussi de Tim Burton. Est-ce que ça a été aussi vos inspirations, Camilo? Comment vous avez développé ce jeu aussi en équipe? Je sais pas comment répondre exactement. Mais... C'est vrai. Qu'est-ce qui a démarré votre aventure, votre envie? Est-ce que c'est justement cette participation? Vous avez reçu peut-être un mail, une convocation du Vivatech en disant bah voilà, on offre l'opportunité à des étudiants de développer un jeu vidéo dans le cadre de notre concours, ou est-ce que c'était déjà développé dans le cadre de vos études? Non, c'était pas développé. C'était notre directrice de la filière qui nous a parlé vite fait un jour. Elle a dit il y a cette opportunité si vous voulez vous inscrire. D'accord. On a fait pourquoi pas. Vraiment, c'était plus en mode on teste, on verra qu'est-ce qui se passe. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon. Alors justement, Jeanne, quelle a été votre réaction quand vous avez gagné ce prix à Vivatech? On s'y attendait pas vraiment, parce qu'il y a un jeu qu'on suit depuis un petit moment, qu'on avait regardé, qui avait été présenté au Pégase l'année dernière, qu'on trouvait vraiment très beau. C'est quoi le Pégase, pardon? Les Pégases, c'est comme les Césars pour les films. D'accord. Mais là, du coup, c'est pour les jeux vidéo. Ah ouais. C'est le César oui, du jeu vidéo. C'est très important ici en France. D'accord. Et il y a une catégorie jeux vidéo étudiants, et il y a le jeu Inkesis qui avait été présenté l'année dernière par l'école Isart, et qui était du coup nos concurrents là à Vivatech, et donc je ne pensais pas gagner face à eux, quoi. Et vous l'avez fait? Oui, on a été très surpris. Ben ouais, alors justement, est-ce que la prochaine étape pour ce jeu vidéo, c'est de le présenter au Pégase? Oui. C'est l'idée. C'est l'idée? C'est l'idée. Ouais. L'idée, c'est finir déjà les masters et avancer un petit peu plus après pour présenter les jeux plus finis, plus complets au Pégase. Il reste encore un peu de développement à faire, c'est ce que vous dites. Bon, vous êtes encore tous les deux étudiants, on l'a dit, Jeanne et Camilo. Comment votre formation à Innov, c'est une école dont on entend peu parler, et malgré tout, quand même, elle vous permet de faire des choses absolument exceptionnelles. Comment cette école, elle vous a préparé à réussir dans un secteur aussi compétitif, c'est vrai, vous l'avez dit, qu'est celui du jeu vidéo? Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez développé comme compétences dans cette école? Déjà, à Innov, c'est très bien fait. On fait toute notre année, depuis la B2, on fait des projets jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et on suit tout un parcours en mode la pipeline qu'ils font dans les jeux vidéo, dans les films d'animation aussi, dans les studios de films d'animation. Ouais. Et c'est suivant ça qu'on peut apprendre plus en créant nos propres jeux vidéo ou notre trailer de film. Génial. Vous partagez cet avis aussi, Jeanne? Oui. Ouais. Oui. Le monde du jeu vidéo, Benoît, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous qui êtes dans l'univers aussi de la tech, alors un peu plus cybersécurité, mais j'imagine que c'est quelque chose aussi qui doit peut-être vous intéresser? Oui, parce que les cybercriminels s'y intéressent. Ouais. Et on a un rapport qui sort et qui montre justement à quel point les cybercriminels visent les joueurs, à la fois via de l'hameçonnage, et notamment les plus jeunes. Je pense au jeu Roblox, par exemple, qui est énormément visé par l'hameçonnage. L'objectif, c'est bien entendu de récupérer les logins, les mots de passe, et de faire comme pour des jeux, on va dire, pour des personnes plus larges, c'est d'aller récupérer ce qu'il y a dans le compte, notamment Roblox ou Fortnite, etc. On peut payer dans les comptes pour avoir des skins, pour améliorer son personnage. Oui. Et donc ça se retrouve au marché noir.
à partir du moment où on s'est fait pirater son compte, eh bien, il peut être revendu à quelqu'un d'autre. C'est fou ça, ça veut dire que ça y est, on arrive à trader son compte. Oui, alors on peut le faire peut-être soi-même, mais surtout des cybercriminels le font parce que si on a mis 10 € par mois pendant 2 ans, ça peut faire un compte assez sympa. C'est vrai, Camilo, vous vous étiez rendu compte aussi de cet univers parallèle du jeu vidéo? Je ne savais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'argent qui passe dans les jeux vidéo, surtout entre les joueurs. C'est vrai. Bon, on va continuer à parler de ce secteur, de la 3D, du jeu vidéo en France, notamment avec vous, Jeanne. Quelles sont les opportunités, les défis aussi auxquels vous faites face en tant qu'étudiant, futur professionnel? Est-ce que c'est un secteur qui se porte bien et dont vous diriez qu'il est en pleine expansion aujourd'hui? Je pense que le jeu vidéo, ça reste un secteur qui est actuellement encore en pleine expansion parce qu'il y a quand même un gros business rien qu'en France sur le jeu vidéo. Ubisoft, par exemple, c'est un des plus gros studios au monde et c'est un studio français. D'accord. Il y a plein aussi de petits studios indépendants qui font aussi leur petit bonhomme de chemin. Par exemple, sur le jeu, comment ça s'appelle ? Sur les Game Awards, donc, qui est vraiment le prix à avoir, il y a eu un jeu vidéo français, Stray, qui a gagné, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Jeu vidéo qui vient de Bordeaux. Donc, comme quoi la filière française se porte bien. Oui. Et il y a de plus en plus d'étudiants. Ce que je voulais évoquer avec vous aussi, Jeanne, c'est la place des femmes dans cette industrie du jeu vidéo. Est-ce que dans votre classe, à Innov Campus, vous êtes à peu près la seule ou est-ce que vous estimez que ça y est, il y a de plus en plus de femmes qui vous rejoignent? Il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans le jeu vidéo. En tout cas, dans la partie artistique, en tout cas. D'accord. Parce que nous, on est en filière artistique. Donc, nous, il y a vraiment un petit peu de tout. Quand on était dans nos premières années, c'est vrai qu'on était beaucoup moins de filles qu'actuellement. Par exemple, moi, je m'occupe aussi des premières années, je leur donne cours. Et là, je vois qu'il y a un bon ratio quand même entre garçons et filles. D'accord. Mais là, par exemple, sur notre année de master, c'est assez équilibré à peu près. Je pense qu'on a un tout petit peu moins de filles, mais ça s'équilibre quand même assez bien. Et puis, je pense que de toute façon, il ne faut pas avoir peur de se lancer si le milieu, il intéresse, quoi. Ouais, c'est le message que vous lanceriez à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se disent peut-être que moi aussi, ça m'intéresserait. Message d'optimisme. Camilo, la complexité des études en jeux vidéo, elle est souvent, c'est vrai, sous-estimée, sous prétexte qu'en fait, vous jouez aux jeux vidéo toute la journée. C'est en tout cas l'image qu'on peut avoir d'un point de vue extérieur. C'est loin d'être le cas, je sais, je vous regarde Jeanne. Je sais, et c'est justement pour ça que j'en parle, parce qu'on en oublie parfois, justement, dans le cadre de ces études, toutes les compétences qui sont nécessaires pour réussir et pour créer un jeu vidéo. Vous nous avez parlé de l'objet de vos études, qui est le sujet artistique, mais derrière, il y a aussi, j'imagine, du développement, il y a de la production, il y a un vrai travail d'équipe aussi. C'est quoi, selon vous, Camilo, les aspects les plus exigeants de la formation que vous suivez en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est un peu tôt? Oui, c'est... Vous vous éclatez tellement que, en fait, c'est pas exigeant, c'est ça? Non, c'est exigeant. On reste quand même presque toute la journée à l'école. On travaille plus c'est les cours, les horaires des cours. Niveau artistique, on doit tout préparer. On doit être bien. On fait tout notre jeu de A à Z, du coup, de la modélisation, les texturings, la création de l'univers comme tel dans les moteurs de jeu. Et niveau tech, heureusement, on a à côté notre dev, que c'est une autre filière, une filière informatique, qui nous aide à construire les jeux. Ouais, donc c'est deux équipes très complémentaires sur lesquelles vous ne pourriez pas développer des beaux jeux vidéo comme le vôtre. Bon, ce que je vous propose, Camilo, Jeanne, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui, Jeanne Questroy et Camilo Pinson. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, vous nous l'avez dit en introduction, aujourd'hui votre chronique porte sur la désinformation. Le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'il est amplifié par l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle, notamment ces dernières années. C'est quoi, Benoît, une ingérence numérique étrangère ? Eh bien, c'est un phénomène qui est inauthentique, qui affecte le débat public et qui est poussé par une puissance étrangère. Et l'objectif est d'avoir un contenu qui est manifestement inexact, qui est poussé notamment via les réseaux sociaux. Et ça implique une atteinte potentielle aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors, pour débuter, on va s'arrêter sur les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent là, dans les prochains jours en 2024 à Paris. Quel est le point sur la situation ? Eh bien, c'est un point d'attention énorme parce qu'il y a plusieurs chercheurs, des rapports, dont Microsoft, Sequoia, EZ, qui pointent deux objectifs. Le premier, c'est décrédibiliser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et le deuxième, c'est instaurer un climat qui serait de défiance face aux violences potentielles qui peuvent parvenir durant les Jeux Olympiques. Et donc ça, c'est mené par des campagnes de désinformation malveillantes qui visent à la fois la France, mais également le président français, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et si on observe des techniques qui sont anciennes, on voit quand même l'apport très fort de l'intelligence artificielle dans ces campagnes. Alors, est-ce que vous en avez un exemple concret, notamment peut-être d'utilisation de l'IA ? Oui, un exemple très concret. C'est une fausse vidéo qui a été créée sous forme d'une série Netflix, soi-disant, qui impersonne Tom Cruise, qui mettrait en défaut les organisateurs des Jeux Olympiques. Donc ça s'est passé depuis 2023. On a une série de 4 vidéos et dans ces 4 vidéos, eh bien, les organisateurs sont taxés de manipulation et également d'être corrompus très largement et de faire en sorte que les Jeux Olympiques soient complètement raté, et en particulier pour la France. Ah oui, d'accord. Alors comment elle est réalisée, cette fausse série ? Est-ce que c'est facile de changer son visage et de cloner sa voix sur une vidéo ? Alors, c'est très facile de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des garde-fous dans les différents éditeurs de solutions d'intelligence artificielle, mais ces garde-fous peuvent être bypassés, notamment si on utilise des prompts qui vont aller créer un subterfuge au niveau de l'intelligence artificielle. Et on a eu notamment chez nous un chercheur qui s'appelle Jake Moore et qui a réussi à usurper l'identité d'un de ses amis. Alors, il avait son accord, bien entendu. D'accord. Et c'est mieux, il a usurpé l'identité de cet ami auprès de sa société. Et il a réussi à faire en sorte qu'il y ait un virement qui lui soit envoyé plutôt qu'à la société légitime qui faisait le ménage. Alors, j'imagine que dans ces cas-là, c'est difficile aussi de reconnaître le caractère malveillant d'une vidéo comme ça ? Oui, c'est de plus en plus difficile. Les intelligences artificielles ont fait énormément de progrès et donc il y a des moyens qui sont plutôt techniques, notamment des moyens de repérer s'il y a, un peu comme sur les anciens hameçonnages, des fautes d'orthographe ou des incohérences. Au début de l'intelligence artificielle, on savait que les générateurs d'images mettaient un nombre de doigts très peu cohérent. Donc il faut repérer ce type d'éléments et il faut surtout être très très vigilant et avoir un esprit critique. Ça c'est important, effectivement, on en parle régulièrement ici dans l'École du Futur. Vous nous proposez aussi un autre exemple, je crois, issu du rapport Matrioshka, publié par Viginum, c'est comme ça que ça se prononce, et qui cible notamment les fact-checkers. Avant de rentrer dans le détail, justement, qu'est-ce que c'est que Viginum ? Alors Viginum, c'est une instance qui a été créée par l'État sous la direction du Premier ministre, et c'est une agence qui a été créée le 13 juillet 2021 en réponse notamment aux attaques et aux ingérences russes dans les élections américaines et les élections françaises, mais également suite à la mort de Samuel Paty. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition de l'OSINT aussi ? L'OSINT, effectivement, parce que le Viginum se base énormément sur l'OSINT, et l'OSINT, c'est la recherche en source ouverte d'informations, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attaquer pour récupérer ces informations. On va se baser sur les réseaux sociaux, sur des fuites de données, on va se baser sur différentes informations qui sont disponibles facilement. Ouais, comme quoi il faut quand même faire attention aux traces et aux informations qu'on laisse en ligne. Quels sont les éléments importants aussi de la campagne Matrioshka que vous souhaitez nous présenter aujourd'hui ? Eh bien, c'est une campagne qui est similaire à celle que Viginum avait déjà repérée il y a 1 an et qui va faire semblant de porter des messages et de montrer des articles qui viennent notamment de BFM, du Parisien ou de RFI. Et l'Ukraine est particulièrement visée par ces fausses informations qui visent à la fois à décrédibiliser la guerre en Ukraine, mais également le soutien qui serait amené par les pays occidentaux.
Alors, pour autant, parfois, tout ne se déroule pas sans accroc. Une opération ne s'est pas exactement passée comme prévu. Elle s'est déroulée sur X, anciennement Twitter, et on y voit clairement que l'IA est utilisée. Oui, et c'est d'ailleurs un compte qui a été fort heureusement suspendu. On se demande d'ailleurs souvent comment les cyberdéfenseurs comme nous savent qui est derrière les attaques. Oui, c'est vrai. Eh bien là, on a une belle preuve parce que le compte émettait des messages, sauf que celui-ci était des messages d'instruction envers ChatGPT. Et comme ils n'avaient pas renouvelé leur paiement de carte bancaire, eh bien le chatbot, au lieu d'écrire ce qu'on lui demandait, eh bien proposait directement de vouloir bien mettre à jour sa carte de paiement. Ah oui, effectivement. Et il se trouve que des tweeters ont répondu et ont commencé à narguer le chatbot. Il a eu à nouveau son moyen de paiement et la discussion a continué avec le chatbot. Mon Dieu. Bon, vous avez également repéré, Benoît, un autre usage de l'intelligence artificielle, un chatbot pour être exact, qui est dirigé vers les arnaqueurs, c'est ça? Effectivement, c'est un chatbot qui a été monté par une société de cybersécurité et ils ont créé des adresses e-mail pour recevoir des hameçonnages et du spam. Et le chatbot était censé réagir à ces messages et se faire passer pour une personne qui était prête à être une victime. Donc ils ont échangé comme cela, récupéré un certain nombre d'informations, notamment des informations bancaires sur lesquelles les cybercriminels souhaitaient que l'on paye des montants. Et grâce à ça, ils l'ont transmis aux autorités qui ont pu faire saisir ces différents moyens de paiement. Alors, est-ce que vous avez quelques recommandations pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent? Oui, et le plus important, on l'a dit en début de chronique, c'est de s'informer, de fact-checker et d'être critique. Ça, c'est très, très important. C'est finalement comme en physique. Alors, j'ai fait un peu de physique dans mes études et on nous dit toujours soyez conscient du résultat que vous attendez. Ouais. Donc, si vous voyez quelque chose qui est trop en dérive par rapport à ce que l'on peut attendre et ou espérer d'un discours, eh bien, il faut être vigilant et double vérifier sur ces plusieurs sources. Ouais, c'est important. Est-ce que vous avez un livre à nous recommander éventuellement aussi? Oui, et c'est un livre qui parle de désinformation qui a été créé par Nicolas Quesnel et il condense 4 années d'enquête. C'est un livre très intéressant. Ça s'appelle Allô Paris, ici Moscou et c'est un ouvrage qui est passionnant. Plongé au cœur de la guerre de l'information. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique, Benoît. Et puis nous, on va lancer ensemble la deuxième partie du talk. Allez, on est de retour sur le plateau et on continue de parler du sujet des jeux vidéo avec nos invités, Jeanne Questroy et Camilo Pinson. Ravi de vous retrouver. On continue à parler, on a parlé tout à l'heure de la place des femmes dans les jeux vidéo. Vous nous avez expliqué que ça y est, vous voyez vraiment qu'il y avait un changement qui se mettait en place, que vous voyez de plus en plus de jeunes filles aussi dans le cadre de vos études. Et ça, je trouve que c'est important. Quels sont selon vous aussi les impacts les plus exigeants de votre formation? Camilo, vous nous disiez que c'est difficile parce qu'en fait, vous vous éclatiez tellement dans votre formation et dans vos études que trouver les aspects les plus parfois compliqués ou difficiles ou exigeants, justement, c'est pas toujours évident. Mais il y a 2 sujets, moi, qui me sautent aux yeux quand on parle de formation aux jeux vidéo, peut-être vous aussi, Benoît. C'est le temps d'écran auquel vous êtes exposé. J'imagine que ça, c'est un sujet. Et du coup, et c'est peut-être une conséquence, la pratique d'une activité physique, sportive. Comment vous gérez tout ça, Jeanne? Pour le coup, je pense le plus gros défaut qu'on peut avoir dans notre formation, c'est que on s'arrête pas de travailler, en fait. Nous, vraiment, ça nous arrive, comme il le disait, on sort pas de l'école en général avant 20h, parce qu'on veut vraiment avancer au maximum sur notre jeu. Ça nous arrive même des fois de se retrouver après, parce qu'on n'habite pas loin l'un de l'autre, donc de se retrouver chez moi pour continuer à travailler. D'accord. Donc en soi, ça nous plaît, parce que juste créer un personnage, puis ensuite le voir peu à peu s'animer, ça a quelque chose qui vraiment nous a rendu dingue quand on l'a réalisé pour la première fois là cette année, quand on a réussi à avoir enfin une manette dans les mains et pouvoir faire bouger notre personnage. C'est quelque chose de fou. Et j'ai oublié le reste de la question. Le temps d'écran, la pratique d'une activité sportive, j'imagine que ça a un vrai impact aussi sur votre santé, d'une manière ou d'une autre. Pour le coup, le temps d'écran, c'est vrai qu'il est énorme et je pense que ça impacte aussi pas mal notre sommeil. On a surtout besoin de beaucoup dormir. On pratique la sieste, du coup. Bonne activité. Ouais, on en a besoin, franchement. C'est bien. Et en termes de sport... Est-ce que vous faites du sport dans le cadre de vos études? Est-ce que vous avez, je sais pas, une salle de sport peut-être à l'université Il y en a une pas loin. Moi, on a plein de gens dans notre classe qui sortent de cours et qui vont à côté à l'escalade
parce que du coup on est à Nanterre Université, donc pas loin il y a plein de trucs de dispo et tout. C'est important ce que je veux dire, d'avoir cet équilibre entre à la fois évidemment les écrans, votre passion aussi, et on le ressent et c'est même touchant à voir pour ce que vous faites, et d'un autre côté quand même un équilibre sportif, j'imagine. C'est pas facile de trouver l'équilibre entre les deux. Oui. Il faut qu'on essaye de le trouver. Personnellement, on est un peu à la ramasse sur le sport, je pense. Bon, mais quelles sont les compétences clés, Jeanne, qui sont nécessaires selon vous pour réussir dans le domaine du jeu vidéo et de la 3D? Je pense qu'il faut être bosseur. De toute façon, il n'y a que ça qui marche. On s'est rendu compte, surtout cette année, à ne plus sortir, à vraiment faire que ça, que ça marche en fait. Il n'y a pas vraiment de secret, il faut travailler, il faut vraiment être intransigeant avec ça, il faut vraiment se faire violence, même des fois, à se dire tant pis, j'annule ce que j'avais prévu et puis je continue à travailler parce que y a le diplôme qui est prévu, puis juste notre jeu il nous plaît, on a envie de faire quelque chose avec, et même si on se dit on évite des sorties, on est quand même heureux de travailler parce que ça nous plaît, puis on s'entend bien, donc tout se passe bien là-dessus, c'est cool. Juste le plaisir de créer, c'est effectivement important, et j'imagine que ça change tout dans le cadre des études, de faire quelque chose qui nous anime et qui nous plaît. On le dit aussi, la collaboration est essentielle, parce que vous n'êtes pas que tous les deux à avoir créé ce jeu vidéo Stay Awake. Vous êtes toute une équipe. D'ailleurs, il y avait combien de personnes dans l'équipe? Donc on est 5 artistes et 2 techs. Et on a aussi des unmarket qui venaient nous aider parfois. Bon, alors la collaboration, elle est essentielle, du coup, dans le domaine de la création du jeu vidéo. Vous avez travaillé en équipe. Quels ont été les principaux défis? Parce que ça aussi, on n'est pas forcément habitué. On s'appelle l'école du futur. À l'école, avant votre formation chez Innov, le travail en équipe, on n'y est pas habitué. Comment ça s'est passé dans le cadre de cette collaboration sur ce jeu vidéo? En vrai, ça s'est passé très bien. Ouais. On a une équipe assez... On se connaissait tous depuis la première année, du coup, on savait comment chacun travaillait. Bien sûr, parfois, il y a des petits... accros, incompréhension. Incompréhension, des choses qui arrivent vite fait, mais au général, on arrive à travailler sur le projet, à avancer avec notre chef de projet qui nous aide aussi à... C'est vous, Jeanne, le chef de projet? Vous drivez tout ça. Bon, les technologies de la 3D du jeu vidéo aussi, on en parle régulièrement ici, notamment avec vous, Benoît. Ce sont des technologies qui évoluent constamment. Comment vous arrivez à rester à jour, justement, de toute cette nouvelle technologie? Est-ce que vous utilisez, par exemple, l'intelligence artificielle? Alors, nous, on n'utilise pas vraiment l'intelligence artificielle. On l'a utilisé un petit peu au début, par exemple, pour créer des concepts, parce que tout va très très vite, parce qu'on a plein de devoirs à rendre. D'accord. Et on a des deadlines à tenir aussi, parce que tout simplement, notre deadline finale, nous, on ne peut pas la décaler, c'est le diplôme. Ouais, donc, c'est demain. C'est demain. Demain C'est demain. Bon, vous et en fait, au tout début, on avait utilisé des intelligences artificielles pour nous aider à sortir des petits concepts, histoire d'avoir une idée un peu d'ambiance, de lumière. Et en fait, c'était Disco Diffusion, je crois, qui faisait très tableau, en fait. Ça faisait comme... comment dire ? Ça mettait une certaine ambiance dans le jeu vidéo. Oui, c'est ça. Ça faisait. Ouais. C'était pas. Il n'y avait pas des vraies formes bien précises, mais il y avait, par exemple, nous, notre jeu, il se passe à Londres dans les années 50, pendant la période du Grand Smog. Du coup, on avait déjà des idées très précises de ce qu'on voulait. Ouais. Et du coup, il nous sortait des grandes ombres un peu terrifiantes parmi les lampadaires, avec des clashs de couleurs, de violet, de jaune. Et ça nous a pas mal inspiré du coup pour continuer ensuite à créer notre univers en 3D. Et pour ce qui est du coup se mettre à jour sur les nouvelles technologies, l'école, elle s'en sort plutôt bien puisqu'elle nous met régulièrement tous les ans en fait à jour sur vous avez des formations spécifiques sur les nouvelles technologies qui par exemple sur Unreal Engine, donc le moteur que nous on utilise. Juste avant d'entrer en master, on est quelques-uns à avoir eu la chance de pouvoir faire le Summer of Unreal et de découvrir Unreal 5 un petit peu en avance par rapport à nos camarades. Et puis Camilo, lui, il avait fait un stage du coup en imagerie. Oui, c'était Stellantis, je faisais des rendus généré à l'intelligence artificielle? Non, sur Unreal Engine directement. D'accord. Et avec des voitures. Et c'est ça qui m'a permis à bien découvrir les moteurs de jeu. Ouais. Bon. Eh ben, génial. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour votre diplôme donc, demain. De ce que je comprends, vous souhaite tout le meilleur. On souhaite aussi beaucoup de succès à votre jeu, Stay Awake, que je vous recommande vivement. Et merci encore à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Jeanne Questroy et Camilo Pinson. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, vous le savez, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.